Eh bien, bonjour à tous, bonjour Anthony, bonjour à toutes les communautés. Vous êtes de plus nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre. Et voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. Il y a beaucoup de débats aussi des fois dans les commentaires. Donc, écoutez, c'est super cool. N'hésitez pas à encore une fois liker et commenter comme vous le faites déjà, c'est super. Et puis, écoute, Anto, on va commencer tout de suite, hein, on ne va pas perdre de temps et on va commencer avec les premières questions. Ouais, carrément. Alors, allons-y. Alors, une question, un sujet qu'on n'a jamais abordé, c'est les super aliments. Est-ce que les graines de chia sont vraiment bien, sont utiles, sont diètes? Est-ce qu'on doit les intégrer dans une diète? Et elle met vraiment, pardon, entre parenthèses, le mot super aliment. Donc, peut-être qu'on peut parler un peu de ça. Donc, graines de chia, baies de goji. Je pense on met souvent la spiruline là-dedans aussi, il me semble, dans les super aliments. Voilà, donc qu'est-ce que toi tu penses de toute cette Les famille graines de d'aliments, chiasse. ouais, cette famille d'aliments qu'on recommande, que beaucoup recommandent hein, quand même. Ouais, je sais, je sais. Alors, encore une fois, je vais revenir à des basiques et au fait encore une fois, les plantes, les graines et tout ça ont des moyens de défense pour pas se faire becter, entre guillemets. Et les graines de chia, ben, elles aussi. Alors, déjà, il faut savoir que si vous consommez les graines de chia sans les faire tremper, pardon, vous les chiez telles quelles. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais grosso modo, si vous regardez vos selles et que vous allez manger les graines de chiasse, de chia tel quel, vous allez voir qu'elle ressortent intacte. Donc, T'as regardé? hein? T'as regardé pour affirmer ça? Oui, bien sûr. Bah, à l'époque, ouais, quand j'en mangeais, ouais, j'en mange plus, mais à l'époque, ouais, ouais. Donc on voit que déjà, si vous ne les faites pas tremper déjà toute une nuit et qu'elles deviennent un peu gélatineuses, déjà, vous voyez que tous les bienfaits, entre guillemets, que ça renferme, déjà, c'est pas absorbé. Donc, déjà, c'est un point important. Et ça vaut quasiment pour toutes les graines, que ce soit les graines de lin ou autres. Après, le problème, encore une fois, les graines de chat, c'est que ça a aussi beaucoup de graisses polyinsaturées. Mhm. Et voilà, moi, je ne suis pas extrêmement fan. Et on prête beaucoup de vertus à ces graines ou même les baies de goji, tout ça. Alors que je reviens encore sur des basiques, vous prenez juste du jaune d'œuf, ça contient toutes les vitamines et minéraux que vous avez besoin. Donc Mhm. on se prend la tête à acheter des trucs qui sont relativement chers en plus. Ouais, c'est Euh, cher, super cher. ouais, c'est assez cher, surtout si on veut prendre quelque chose d'assez qualitatif et autres. Et au final ben, vous avez des aliments qui sont beaucoup plus simples à côté de vous, qui posent moins de problèmes en termes d'antinutriments, graisses polyinsaturées et tout ça, et qui sont tout aussi efficaces, voire plus. Donc, je suis pas extrêmement fan de ça, en fait. Et la Et, spiruline, là, tu sais, c'est encore très à la mode. oui, oui, oui. Alors, évidemment, sur le papier, c'est assez intéressant, hein, puisque c'est très riche en protéines, hein. Je crois que c'est 40% de protéines, je crois, ou 60% de protéines. Je crois plus même, mais Ouais, même plus. le problème, enfin, Le seul problème, c'est que quand vous voyez je vais regarder, mais le prix au kilo, ça te fait une protéine ultra chère, quoi. Donc oui, c'est sympa, mais encore une fois, vu le prix au 60 kilo, 63%. ok, donc voilà. Donc oui, c'est super, c'est plus de la moitié de protéines, mais le problème, c'est que vous n'allez pas consommer 100 grammes ou même 50 grammes de spiruline par jour, quoi. C'est ça, parce que c'est cher. Là, je En plus, vois. c'est une algue, et je voudrais pas dire de bêtises, mais généralement, la plupart des algues ont une action goitrogène sur la thyroïde. Hmm. Donc, c'est pas forcément quelque chose à consommer en excès par rapport à la thyroïde, quoi. Donc, si vous avez. Encore, tu vois, qu'on veuille en consommer entre guillemets pour ceux qui pensent que ça contient des vitamines et des minéraux intéressants, ok. Mais pour le taux de protéines, pour le coup, c'est un peu ridicule et perdre son argent parce qu'il y a peut-être 63% de protéines, mais va consommer la dose qu'il faut. Déjà, c'est souvent, bon, c'est en gélule ou en poudre, mais bon, tu ne vas pas, les doses recommandées, enfin, les doses que les gens consomment ne sont pas de 100 grammes par jour, par exemple. Oui, non, mais complètement, complètement. Le bénéfice Ouais. par rapport à ce que ça va te coûter, franchement, il est pas énorme. Donc, c'est plus une question de business que ça a été mis en avant qu'autre chose, hein, de toute façon. Oui, 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 c'est plus du marketing qu'autre chose. Alors, je sais que c'est Il très n'y a rien populaire. il y a rien de prouvé sur les effets en plus, hein. Scientifiquement, il n'y a pas.
il y a pas de bienfait. Il y a peut-être plus de sudation, tu vois, et encore. Mais, mais franchement, il n'y a rien de prouvé sur les bienfaits et le fait que ça soit vraiment efficace comparé à d'autres suppléments, hein, surtout pour le prix, encore une fois. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a des aliments beaucoup plus simples, comme le foie de veau. C'est tout bête, mais le foie de veau, c'est une bombe. Si vous voulez vraiment parler de super aliments, prenez du foie de veau, prenez des jaunes d'œufs biologiques. Vous allez voir, vous avez une mine de minéraux et de vitamines qui est hallucinante. Mais Après, hallucinante. ce que tu dis là, peut-être ça relève un point, c'est pour ceux qui sont véganes. Peut-être que eux ont plus tendance justement à se tourner vers Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ces Mais, aliments-là parce qu'ils peuvent pas consommer justement ces foie de veau, jaune d'œuf, voilà. Oméga 3 non plus, vegan, enfin ouais, ouais. oméga 3. Maintenant, je sais qu'ils font des oméga 3 de source végétale, mais bon, ça n'a rien à voir, on le sait, mais voilà. Donc pour eux, c'est peut-être plus compliqué. Alors, qu'est-ce que tu leur conseillerais du coup pour Sortir remplacer du ces... véganisme. Ouais, voilà, on va pas se faire des copains. Je veux dire honnêtement, hein, je comprends je comprends le. Me tapez pas hein, s'il y a des véganes qui écoutent le truc. Je comprends leur démarche qui est tout à fait noble par rapport à la cause animale. Honnêtement, il n'y a même pas de discussion à avoir par rapport à ça. Je Ouais, comprends surtout en totalement. ce moment, avec tout ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ouais, non, mais voilà, encore une fois, moi, j'ai rien, absolument rien contre les véganes. Je serais plus pour des végétariens qui continuent à manger quand même, je sais que tu n'es pas d'accord, mais ou des produits laitiers ou des œufs, mais d'une manière où les poules ne sont pas élevées en batterie, en cage, tout le bordel, donc, où les poules qui ont encore picorent dans l'herbe et tout ça. Euh, que du vegan pur et dur qui pour moi, est un peu un non-sens pour l'être humain, en fait, pour Hmm. sa consommation, tu vois. Parce que les céréales, parce que les légumineuses, parce que les oléagineux, parce que toutes les algues et tout ça, c'est bourré d'antinutriments. Et je pense honnêtement que l'être humain n'est pas forcément fait pour manger ce type d'aliments, en fait, tout Ouais. simplement. Notre patrimoine génétique aussi, parce qu'on n'a jamais été habitué à, Exactement. notre corps humain n'a pas été habitué à fonctionner uniquement avec des protéines végétales, hein. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est à la mode en ce moment de dire qu'il faut reprendre pardon, les anciennes habitudes. Je ne pense pas qu'au paléolithique ou même au Moyen Âge, il n'y avait pas de vegan. Et ce n'était pas possible, tout simplement. Surtout avant. Ils se nourrissaient peut-être, oui, énormément de produits d'origine végétale, mais il y avait énormément de consommation de produits animalier. Sinon, on en serait... l'évolution de l'espèce ce serait pas fait comme ça. Ouais, voilà. Et être vegan aujourd'hui, c'est quelque chose de plus complexe qu'on peut le penser. Il ne suffit pas de manger des feuilles et des céréales et des légumineuses pour être en bonne santé. C'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, il faut être vraiment un expert pour être vegan. Un expert pour pas être carencé, voilà, pour Et bien puis, faire les choses. tu es obligé de prendre des compléments alimentaires, hein. Il y a certains compléments Il très est difficile, difficiles. ouais. Très Très difficiles. difficile pour certains, ouais, Ouais, ouais. certains vitamines et tout. Ça devient très compliqué parce que ça ne retrouve que dans les sources animales. Donc, ça pose un peu problème. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Voilà, j'ai rien contre les véganes. Je dis pas que c'est pas impossible, mais c'est très complexe. Et 90% qui se lancent dans le véganisme, généralement, ils s'en sortent avec des extrêmes grandes carences. Donc, Voilà, c'est vrai. attention, si vous voulez rentrer là-dedans, voilà, ça demande un gros travail de recherche pour faire les choses bien, correctement et ne pas subir de carences ou des choses comme ça. Mm, c'est vrai. Allez, à toi. Question suivante. Alors, question entraînement. Mm. Est-il utile de travailler la partie antérieure des épaules au vu de leur sursollicitation? Et c'est Alex qui pose cette question. Mm. Euh, et bah, en fait, allez, pour peut-être 75%, 80% des gens, c'est pas utile. Après, il faut quand même rester mesuré parce qu'il y a une faible partie de pratiquants et de personnes, tout simplement, qui ont les pectoraux énormément très forts et qui n'auront pas d'avant d'épaule. Ça arrive quand même que certains pratiquants aient vraiment les pectoraux en point fort et du coup aient un avant d'épaule sous-développé, donc esthétiquement parlant,
ça va être gênant. Donc, il va falloir les travailler. Mais c'est très, très rare. Donc, ce que je dirais, c'est je mettrais un bémol et je dirais euh, analysez-vous, regardez-vous dans une glace. Pour l'épaule, c'est très simple. Vous vous prenez en photo de profil et vous regardez simplement si votre avant d'épaule est plus haut, plus rond, bah, que l'arrière et le milieu, tout simplement. S'il l'est plus, alors c'est qu'effectivement, il vaudrait mieux peut-être arrêter de travailler l'avant d'épaule parce qu'il travaille déjà suffisamment, il l'a dit dans sa question, sur les mouvements de développer pour les pectoraux, quoi qu'on fasse, et sur pas mal de mouvements de triceps aussi quand même. Enfin, si on Le fait biceps. triceps, Biceps. Ah bon? Quand tu fais quoi? Ah oui, mais quand tu fais développer comme ça? si tu fais des développés serrés, tu vois, il y en a beaucoup qui Oui, font. oui, c'est vrai, il y a les dips et tout. Ouais. Voilà, donc tu fais quand même pas mal d'exos aussi là où tu le travailles. Même, Bon, même les biceps, des fois à la barre, ou quand la barre, tu la remontes, tu fais ça. voilà, même les biceps, si tu fais des élévations latérales, beaucoup le font, malheureusement, avec l'avant-bras ou le coude qui part beaucoup en avant, bon, bah, tu les travailles. Donc, il y a quand même, c'est vrai que c'est un muscle qui est facilement recruté et même dans la vie de tous les jours, au final, c'est un des muscles qu'on bosse le plus parce que, bon, bah, voilà. Chercher une boîte, chercher un truc. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que c'est un muscle que tu sollicites beaucoup. Donc, c'est un des muscles qu'en général, il y a le moins besoin de travailler, sur lequel il y a le moins besoin de s'attarder. Voilà. Donc, effectivement, on peut arrêter de le bosser ou alors le bosser que très peu, c'est-à-dire ne surtout pas l'isoler, mais au pire, voilà, si tu fais un rowing menton, par exemple, ça va travailler l'ensemble de l'épaule, c'est un exercice de base, puis ça va suffisamment travailler l'avant et basta, mais voire ne pas le faire du tout. Mais il y a quand même, je mets un bémol parce que, voilà, je me répète, il y a une petite partie de gens qui, quand même, auront besoin de le travailler. Mais en général, ne cherchez pas, c'est surtout si vous avez des pectoraux vraiment très forts et des triceps très forts, bon, bah là, il y a besoin. Mais bon, ça arrive vraiment rarement. Ouais, comme tu dis, c'est extrêmement rare et généralement, dans 95% des cas, on manque surtout d'arrière d'épaule Mhm. et on voit ce déséquilibre se créer. Et je vous rappelle que pour avoir ce qui donne cette impression de grosse épaule ronde, c'est souvent l'arrière aussi qui est bien développé. Ouais. Donc voilà, puis il faut créer un déséquilibre. Il faut attention aussi à la coiffe du rotateur parce qu'on crée un déséquilibre au niveau de la coiffe du rotateur et des faiblesses d'épaule si justement on est trop développé de l'avant, puisque bah, quasiment tout exercice de poussée bah, développe l'avant d'épaule et on a tous en point faible quasiment l'arrière. Donc c'est Mhm. très rare de voir un arrière d'épaule plus développé qu'un avant. C'est extrêmement rare, c'est un cas sur 100 000. Quoi. Donc je vous dis, voilà, concentrez-vous surtout sur l'arrière d'épaule, sur l'externe, pourquoi pas, et l'avant, voilà. Et en plus, tout ce qui est frontal, machin, franchement. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, en salle, on voit les gars, ils font du développé militaire, du développé haltère, de l'élévation frontale. Bref, les mecs, ils font quasiment plus de l'avant d'épaule et après, ils font juste un petit exercice d'oiseau pour l'arrière et puis leur séance est finie. Non, non, non. Faites Ouais. tout l'inverse. Peut-être on peut en profiter pour placer un petit truc, c'est que, alors, je pense que, alors, de mon expérience personnelle, 90% des blessures, des douleurs aux épaules des pratiquants de musculation, des questions qu'on reçoit, des clients qu'on a, etc., viennent justement du fait que l'avant d'épaule est sursollicité et est plus développé que l'arrière. Et en fait, il y a quelque chose de mais vraiment hyper courant, c'est que lorsque vous avez un petit tendon qui passe vers l'acromion et lorsque l'avant d'épaule est plus développé que l'arrière, vous avez un déséquilibre qui se crée. Et en fait, ce tendon vient lors de vos mouvements frotter sur l'acromion et c'est ce qui crée cette douleur assez atroce hein, lorsqu'on l'a, je l'ai eu par le passé, dans cette zone. Et en fait, le simple fait à ce moment-là d'arrêter déjà de faire ces exercices qui vont solliciter l'avant de l'épaule, le développer, et même tous les exercices avec les bras au-dessus de la tête, et de travailler l'arrière des épaules, l'infraépineux, qui est un petit muscle qui va stabiliser votre épaule, vous allez voir que ça va tout de suite aller mieux et qu'en général, on va guérir. Alors hier, j'ai eu un petit clash avec un kiné sur Instagram qui m'a dit en message privé, oui, mais pour qui tu te prends, il faut recommander quand c'est comme ça d'aller voir un kiné, on va pas soigner comme ça. Bon, je le comprends parce que tu vois, bon, il se dit les coachs vont voler mon business. C'est pas ça du tout. C'est que vraiment là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez logique et de vraiment très répétitif. Hein. Je pense que tu peux en témoigner aussi. Tu l'as vu, c'est sûr. Et que vous pouvez vraiment régler
par vous-même en enlevant les exercices douloureux, ce que je viens de dire, et en se concentrant sur l'arrière d'épaule et l'infra-épineux. Vraiment, vous allez voir qu'en 2, 3 semaines, tout de suite, ça va mieux. Voilà. Ouais, et puis dans la même idée, c'est aussi faire 2 fois plus de muscles du dos que du muscle en avant, hein. Encore une fois, c'est pour rééquilibrer tout ça. Donc, faire 2 fois plus d'exercices de dos que d'exercices de pec. C'est-à-dire qu'il faudrait faire 2 exercices de dos pour un exercice de pec. Alors, je sais, ça paraît ouf de se dire, ouais, mais voilà, moi j'ai les pecs en point faible, et il va falloir que tu fasses 2 fois plus de dos encore pour pouvoir compenser en fait ce déséquilibre qui va se créer. Donc, Ouais, là, c'est vraiment une question de durée et de santé, c'est ça. de développement, d'équilibre physique. Exactement. Alors, question suivante. Next one. Alors. Hum, hum, hum. As-tu des références, livres ou coach en ce qui concerne l'entraînement en force? C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de la force encore. Ouais, moi, je suis pas un spécialiste et je sais qu'il y a des gens qui sont tellement doués là-dedans et tout ça. Alors, est-ce que tu peux dire leur nom peut-être? Alors, c'est des pseudos, mais il faudrait que je regarde. Attends, si j'arrive à le retrouver. Voilà, des gens Il y a qui, le champion, il y a le champion du monde. pour ceux qui sont intéressés par la force, que les gens peuvent suivre. Ah, putain, il a un pseudo chelou, il fallait que je le retrouve. Il y a un Euh, Français, un Américain, ah, français. un Français. Champion du monde junior. Ah, ça, je l'ai. Il s'appelle Corentin Clément. Et sur Instagram, franchement, pour les passionnés de force, après ceux qui sont déjà forts, je pense que le connaissent, c'est champion du monde junior. Et ce mec, c'est une force de la nature et il explique en plus tout ce qu'il fait. D'accord. C'est SBD 4 Ever, tout attaché. SBD 4 Ever. Peut-être là, on peut montrer. Voilà. Ouais, c'est lui. Voilà, c'est lui. Et pour tous les passionnés de force et tout ça, elle voit, en plus, je crois qu'il a un coach, une tuerie absolue. Il lui a fait exploser les perfs. Et ce mec-là, bon, il est déjà champion du monde junior. Je pense que c'est le futur champion du monde en force, en senior aussi. Je vous le dis, hein, c'est une force de la nature. Moi, je le connais un petit peu. J'ai eu l'occasion de parler avec lui et tout ça. Et il a une approche vraiment, vraiment intéressante. Donc, pour tous les passionnés de force qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le suivre. Voilà. Il a des perfs de psychopathe, hein. Moi, il me fait halluciner. Et en livre, est-ce que tu connais des livres intéressants Non, comme sur ça? la force, c'est pas du tout ma spécialité, je vous le dis. Moi, je ne me suis pas du tout penché là-dessus parce que pour moi, c'est juste un outil pour l'hypertrophie musculaire, mais pas en force pure. Donc, je préfère ne pas dire que dire des bêtises. En plus, je ne sais pas si. Je crois qu'en plus, il y a des nouvelles données en plus là-dessus là, assez récemment. Et je vous avoue que j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Hmm. Donc, si toi, tu as, t'as des trucs, vas-y, mais moi j'ai pas. Bah, honnêtement, en France, en français, je sais qu'à l'époque, quand je suivais pas mal le site Super Physique, ils avaient 2, 3 mecs dessus qui étaient intéressants. Il y en a un qui avait écrit un livre sur le développé couché. Il me semble que c'est Adrien Poinçon, quelque chose comme ça, qui est champion du monde de couché. Donc, regardez sur ça. Puis, il y avait Gilles Pinheiro à l'époque aussi qui était très, très bon. Donc, sur le site Super Physique, alors, une petite pub, vous avez, euh, vous avez des articles et des données intéressantes. Je sais qu'à l'époque, il y avait vraiment des articles et des données intéressantes. Après, sinon, moi, les seules personnes que j'ai vues et suivies sur ça, pour le coup, c'est vraiment aux États-Unis parce que en France, la force, il n'y a pas de culte de cette discipline, tu vois, de la force, des performances. Tandis qu'à l'étranger, tu as, quand même des sacrés molosses. Donc, je pense qu'aller suivre sur Internet SP Training 06, là, sur YouTube, il me semble, non, je sais plus, Super Training 06, il me semble. C'est Marc Bell. Voilà, il y a Marc Bell, BE2L, qui est très intéressant à suivre. Et puis après, bah, il y a Eddie Hall, tous ces Brian Shaw, là, tous ceux Ouais, qui sont c'est champions. Strongman. Voilà, tous ces mecs qui sont champions du monde, hein, je pense que les suivre, c'est intéressant. Quand vous les suivez, vous suivez leur coach. Il y a Stan Efferding, qui est très intéressant. C'est celui qui a lancé la Vertical Diet. Je ne sais pas si tu connais, Moi, si tu as lu ça. Voilà, donc je pense que Mark Bell, Stan Efferding, en tant que coach de force, sont vraiment très, très intéressants. C'est des anciens pratiquants en plus à suivre. Voilà, il y a Ed Conan, il me semble. Enfin, il y en a, voilà, c'est des Américains, quoi. Mais regardez ces noms-là et tous rejoints, vous allez les trouver.
Mais en termes de livres, par contre, je peux pas vous dire. Moi non plus, j'ai pas vraiment lu ça. Ça m'intéresse pas plus que ça pour le coup. À toi. Ok, question suivante, une question pour Pierre qui est simple mais en même temps tellement intéressante. Le riz est-il un aliment intéressant pour les bodybuilders? Voilà, alors dans le bodybuilding, dans le monde du fitness, euh, il y a des aliments comme ça qu'on met tout en haut de l'affiche. Il y a les flocons d'avoine, le riz, voilà, ça fait partie des sources de glucides préférentielles. Hein. Quand on Blanc dit d'œuf. riz poulet ou dinde poulet, même Thibaut Inke, on a fait un peu sa marque de fabrique. Mais voilà, ça fait partie vraiment des aliments qu'on ne touche pas, que c'est l'aliment du bodybuilder, c'est les flocons d'avoine et le riz. Alors moi, bon, vous savez déjà ma position sur le flocon d'avoine, où je suis, enfin, pour le coup, je suis plutôt même contre totalement les flocons d'avoine, carrément. Voilà, je vous avais expliqué déjà pourquoi dans un podcast précédent. Et le riz, en fait, alors, le riz, je vous dis clairement, ça apporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on en a fait tout un pataquès sur le riz, comme quoi c'était le glucide euh, extraordinaire pour les bodybuilders. Alors, je vais vous dire les avantages, je vais vous dire après plus les inconvénients. L'avantage, c'est que c'est vrai que c'est plutôt digeste. Le riz est plutôt digeste, puisque c'est sans gluten, parce que voilà, quand il est blanc et pas complet, pareil, il se digère plutôt pas mal. C'est une source voilà, de glucides assez facile. Voilà, ça pose pas trop de problèmes en soi. Le point négatif, c'est que d'une, ça n'apporte quasiment aucune vitamine, aucun minéraux, pas de fibres. Si vous prenez complet, par contre, ça va envoyer par contre des antinutriments. Donc, apporter de la fibre et à côté avoir des antinutriments, c'est le problème. Donc, moi, je ne vous conseille absolument pas le riz complet. Donc, au final, c'est juste des glucides que vous avez apportés en plus. En prise de masse, ça a sûrement son utilité parce que ça vous permet d'avoir quand même un apport glucidique euh, en plus, sans problème d'antinutriments. Mais en soi, franchement, c'est pas folichon, quoi. Moi, personnellement, je mange quasiment plus de riz. Les seules fois où je mange du riz, c'est parce que quand je vais au sushi et que j'en mange parce que je sors et qu'il y a du riz. Mais chez moi, par exemple, je ne mange plus de riz parce que ça n'apporte plus grand-chose, quoi. Donc, quel est réellement l'intérêt de bouffer du riz? Franchement, voilà. Je pense qu'il y a des aliments beaucoup plus intéressants d'un point de vue nutritionnel que le riz. On peut parler par exemple des fruits. Pour moi, les fruits, c'est presque un aliment glucidique parfait. C'est très riche en potassium. Et je vous rappelle que le potassium aide à métaboliser. Ah, je vais y arriver. Hein. Métabolisé. Métaboliser les glucides. C'est riche en vitamines, en minéraux. Bon, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. En plus, tu as un mélange de fructose, glucose. Et ça, votre corps, il adore l'avoir, quoi. C'est vraiment, ce mélange-là adore. Votre métabolisme adore ça. Ce qui paraît fou, mais c'est comme ça. Euh, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, voilà, quoi. C'est pas un problème. C'est pas non plus le truc révolutionnaire, quoi. Il vaut mieux manger la patate douce, des pommes de terre, toute la gamme de fruits que ce gavé de riz, en tout cas. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Après, si vous en mangez, par exemple, en fait, ce qu'il faut, je pense que Chris veut dire aussi, c'est que bah, beaucoup en consomment à chaque collation, midi et soir. Essayez de ne pas faire ça, essayez de varier, essayez de varier et d'en consommer. Par exemple, si vous en consommez 4 fois par jour, bah, de passer à deux et même après à une. Voilà, n'en mangez que le midi ou que le soir. Et puis voilà, essayez de ne pas consommer 200 grammes de riz poids cru, hein, on parle, par jour. Parce que là, c'est vrai que voilà, c'est pas, sauf si vous consommez 800 grammes de glucides, mais Oui, voilà, après, voilà, ça dépend du gabarit, ça dépend de l'objectif, ça dépend de plein de choses, bien sûr. en termes de pourcentage, essayez d'être relativement faible sur ça. Après, c'est vrai qu'il y a un point, c'est que c'est pas cher. C'est vrai. Que pour Ça ceux fait qui n'ont partie des. vraiment Ouais. pas de sous, pour ceux qui n'ont vraiment pas de sous, eh ben, les fruits, les patates douces, c'est un peu plus cher, c'est vrai. Donc, peut-être on peut relever ça. Voilà, si vraiment vous devez manger beaucoup, je sais que j'ai des clients comme ça, ils doivent vraiment manger
beaucoup, ils n'ont pas de sous. Bon, le riz est une alternative intéressante. Mais Bien sûr, après, voilà, c'est au cas par cas. Et c'est sûr, voilà. sur des beaux gabarits, le riz est quand même quelque chose de pratique. Encore une fois, c'est pas mauvais. Hein, c'est pas mauvais. Surtout si c'est du riz blanc. Hein, évitez quand même Ouais, le riz ouais, coupé. bien sûr. Voilà. Mais voilà, c'est pas mauvais. Je pense que si vous consommez beaucoup de calories, ça peut être une aide. Ça apporte des glucides facilement. Ça se cuisine bien avec tout, ça se marie bien, tu sais. C'est digeste, ça pose pas de problème d'allergie Voilà. généralement. Enfin, voilà, il y a pas de. Voilà, ça reste une bonne source de glucides malgré tout. Mais Mais avec voilà, modération. C'est ça pas ne devrait pas, l'aliment. ça devrait pas être euh, votre aliment, si vous voulez, de prédilection ou premier dans les sources de glucides. Moi, je placerai toujours ou les fruits en premier, ou la patate douce, ou la pomme de terre. Voilà, je resterai moi vraiment sur cette gamme-là qui apporte vraiment beaucoup de trucs en plus, nutritionnellement. En plus des glucides, ça apporte d'autres choses. Et ensuite, voilà, pour compléter, je prendrai du riz. Après, il y a ceux qui ont du mal à manger du jus d'orange, du miel, du sirop d'érable, parce que il faut dire une chose, c'est que quand vous consommez plus de 4-5 000 calories, il est très dur après de consommer des aliments solides. Et c'est vrai que là, le jus d'orange, bon, le lait, ça peut être une alternative, parce que le lait contient aussi des glucides. Le jus d'orange, le lait, le miel, le sirop d'érable, tout ça, ça vous apporte des glucides en plus. Le jus d'orange, attention, parce qu'il y a jus d'orange et jus d'orange. Oui, ouais, évidemment. Alors, moi, je vous conseille toujours, c'est du jus d'orange, que ce soit que le fruit. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous achetez vos briques de jus d'orange, par exemple, il faut qu'il y ait marqué fruits 100% et pas d'eau. Parce que souvent, c'est à base de jus ou de trucs comme ça. Et en fait, il y a eau plus après le fruit. Non, c'est fruits 100%. Voilà. Et de préférence sans la pulpe. Hmm. Sans la pulpe. OK? Voilà. Alors, oula. Ton avis sur le Virulus V1? Le Vérélis? Le Virulus V1. Ah, c'est Virilis. Ouais, il s'est trompé, on est d'accord. Il a dit virilis, mais c'est virilis. Ah, Ouais, alors donc ça, c'est un complément YAM. Je vais en parler vite fait. Parce qu'il y a une vidéo avec Eric Mallet qui l'a conçu, qui va bientôt sortir, qui va tout nous expliquer en détail. Euh, dans les compléments alimentaires, sur le ouais, Virilis, dans le Virilis, ouais. on va faire une vidéo? Ouais, ouais, on a fait une vidéo qui est déjà tournée, on doit la publier, mais on est en train de faire le montage. En fait, dans les compléments alimentaires, il y a différentes variétés, entre guillemets. Et puis, il y a la gamme des boosters de testostérone avec le trébulus et tout ça, acide aspartique, tout ça. Et moi, j'avais dit, écoute, puisque Eric Mallet est un expert dans ce domaine-là, dans les recherches, dans les études qui se fait dans le monde, mais j'écoute, j'aimerais quelque chose qui booste un peu la testostérone pour les testostérones qui sont, enfin, pour les organismes qui sont un peu paresseux hormonalement, mais je veux pas un truc qui soit fake comme le trébulus, on sait très bien que ça marche pas, l'acide aspartique, ça marche pas non plus, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui marchent pas, c'est plus du business qu'autre chose. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai peut-être quelques trucs, quelques pistes qui sont intéressantes. Et c'est comme ça qu'il a développé le Virilis, où il y a pas il y a pas de tribulus, choses comme ça. Où il m'a trouvé quelques plantes, quelques minéraux qui pouvaient avoir une action intéressante sur la testostérone, ou du moins pouvaient essayer de rétablir la testostérone d'une manière un peu plus optimale. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est extrêmement saturé par les perturbateurs endocriniens, que par la pollution, par l'air que vous respirez, par l'eau que vous buvez, par les plastiques quand vous faites réchauffer quelque chose, par le papier aluminium. Enfin bref, par les crèmes que vous pouvez mettre sur votre peau. Bref, on est plongé totalement dans des perturbateurs endocriniens qui en plus affaiblissent aussi notre taux de testostérone. Et voilà, et je lui avais dit, écoute, si tu peux me trouver une combinaison de compléments qui permet de pallier un peu à ça, ça serait génial. Et puis c'est comme ça que le Virilis est sorti. Et voilà. D'accord. Ok. Voilà. Question suivante. Ah, on va revenir encore sur les glucides parce que finalement, ça. D'ailleurs, je vous annonce que je vais sortir d'ici 2 semaines une vidéo sur les glucides sur ma chaîne où je vais parler pourquoi il ne faut pas couper les glucides dans sa diète. Comme ça, je ferai un truc très spécifique, c'est un peu plus technique dans les prochaines semaines. Alors, la question, c'est
Quel est le meilleur moment pour consommer des glucides avant, pendant ou après l'entraînement? Est-ce que si je consomme les glucides, par exemple, 1h30 avant mon entraînement, mon corps a le temps de le stocker en gras? C'est Julien qui pose ça. Alors, c'est très intéressant comme question. Je te laisse répondre. Donc, il y a deux questions en une. D'une, à quel moment il faudrait consommer les glucides au niveau de l'entraînement, avant, pendant ou après? Et s'il prend, lui, des glucides 1 heure avant l'entraînement, est-ce qu'il y a un risque de le stocker en gras? Alors, je vais commencer par répondre à la partie la plus simple, à savoir s'il prend des glucides 1 heure avant l'entraînement, est-ce qu'il est possible de les stocker en gras? Alors non, c'est pas parce que tu as mangé des glucides qu'une heure après, ils sont stockés en gras. Il faut bien toujours avoir cette notion hyper simple de je prends du gras si je consomme plus de calories que je n'en dépense, tout simplement. Donc, du moment où je ne consomme pas plus de calories que je n'en dépense, eh bien, peu importe l'heure à laquelle j'ai mangé quoi que ce soit, eh bien, je ne vais pas le stocker. Voilà, que ce soit en gras ou que ce soit en muscle. Ensuite, pour est-ce qu'on va prendre des glucides avant, pendant et après l'entraînement? Ça dépend un petit peu de l'agencement de la diète dans la journée. Je dirais que de manière optimale, l'idéal, selon moi, c'est d'en avoir aux 3 moments. Voilà, si tu en as un peu avant, un peu pendant, enfin, je dis un peu, ça dépend de sa diète, hein, bien sûr, de sa face, son poids, etc. Mais on va dire, si tu en as avant, si tu en as pendant, si tu en as après, c'est très bien. Le plus important pour moi étant d'en avoir avant et après, mais pas après forcément dans l'heure qui suit, tout de suite, je vais me jeter sur des glucides, mais dans les heures qui suivent, parce que on le sait, on l'a dit, la récupération, elle ne se fait pas sur 1 heure et demie et après c'est fini, elle se fait sur bien plus longtemps. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on a souligné, surligné et resurligné l'importance des glucides au fil des 22 podcasts déjà qu'on a fait. Donc bien entendu que au moment où on va s'entraîner, où on va faire l'effort physique et où on va consommer directement des glucides et pas que, aussi des acides aminés, mais des glucides, bien entendu que plus on en a, plus on va être performant et plus l'entraînement va être efficace. Parce que il faut bien retenir que, en tout cas pour moi et pour nous chez AW Coaching, par exemple, et je sais que pour toi, je pense que c'est pareil, mais je ne vais pas parler en ton nom avant que tu t'exprimes. L'entraînement, le but de l'entraînement pour moi, c'est pas de perdre du gras. Le but de l'entraînement pour moi, c'est soit de construire du muscle, soit de préserver la masse musculaire. Je m'explique. Si je suis en perte de gras, je suis au régime, alors je vais m'entraîner pour ne pas perdre de masse musculaire, pour booster mon métabolisme, certes, mais pour ne pas perdre de masse musculaire. Si je suis en prise de muscle, si je veux prendre du muscle, alors je vais m'entraîner pour construire du muscle. Mais je ne vais jamais m'entraîner dans l'idée de perdre du gras, donc en me disant ah, il ne faut pas que je mange de glucides, il ne faut pas que je mange, il faut que j'aille m'entraîner à jeun parce que ça va me faire perdre du gras. Pas avec la musculation, parce que pour moi, c'est un non-sens. Le mot musculation, il y a muscle dedans, il y a l'étymologie de muscle, donc ça n'a pas de sens. Voilà mon humble avis. À toi. Non, très, très intéressant, et notamment sur la balance énergétique. La balance énergétique, hein, c'est encore une fois, c'est pas parce que, même, je vais même vous dire un truc, même, mettons, vous mangez 200 grammes purs de glucides d'un coup, d'accord, ce qui est énorme, hein, 200 grammes purs, c'est comme si vous mangez 500 grammes de riz, hein, je sais pas si vous voulez, c'est énorme. Euh, Même si vous stockez du gras ponctuellement, puisque votre corps fonctionne 24 heures sur 24 en permanence, c'est un peu ce total calorique sur 24 heures, 48 heures, même sur une semaine, si vous voulez, cette dépense énergétique-là, où on consomme trop de calories ou pas assez. Donc, même si ponctuellement vous prenez du gras, on s'en fiche en réalité, parce que votre corps, lui, va continuer à consommer de l'énergie au fil des 24 heures. Donc, de toute façon, ce qui compte, c'est le bilan final. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. En tout cas, pour la prise de poids ou la prise de gras, on va dire spontanée, en fait. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais voilà. Voilà, donc déjà là-dessus, arrêtez de avoir peur. C'est pas parce que, par exemple, vous mangez des glucides le soir, que parce que vous allez être moins actif le soir, que
ben, ça va vous empêcher de perdre du poids pendant la nuit. Non, non, c'est même plutôt l'inverse. Vous voyez, donc, parce que vous dormez bien, parce que vous libérez plus d'hormones de croissance, parce que vous êtes beaucoup moins stressé. Et on sait aujourd'hui que le stress est un facteur limitant aussi dans la perte de poids, parce que ça produit beaucoup de cortisol, etc. Et le fait de manger des glucides le soir apaise en fait ce taux de cortisol. Et c'est pour ça que souvent, on répondra à une question aussi plus tard sur mon prochain podcast sur les glaces. Pourquoi? C'est pour ça qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux des personnes qui bouffent de la glace avant de se coucher. Et là, c'est oh, mais vous bouffez des glucides rapides avant de vous coucher, mais c'est quoi? Enfin, on comprend plus, machin. Je comprends. Et on vous l'expliquera après pourquoi. Donc, pour ça, pas d'inquiétude au niveau des glucides. Alors, maintenant, dites-vous bien une chose, c'est que pendant un entraînement physique intense comme la musculation, votre corps va consommer de préférence du glucose. Parce que quand un effort violent, il a besoin d'un apport de glucides très vite, donc il prend le glucose tout de suite. C'est pour ça que souvent on recommande, surtout si les entraînements sont intenses, si les entraînements sont parfois longs, pourquoi pas même de prendre une boisson, par exemple un pack de maltodextrine pendant l'entraînement parce que ça peut soutenir votre effort. Je ne parle même pas des hyper trails, tout ça, où les gars ils ont besoin de s'alimenter régulièrement. Voilà. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que c'est pendant le repos que votre corps consomme le plus d'acides gras. Ça paraît fou, mais en fait, c'est pendant le repos, quand vous vous reposez, quand vous êtes plutôt inactif, que votre corps préfère utiliser les acides gras. Et c'est dans une activité plutôt intense comme la musculation, comme le crossfit, comme le HIIT ou machin, où le corps aime plutôt prendre le glucose. D'accord? Donc, vraiment les glucides rapides. Okay, donc, déjà, ces petites notions à prendre aussi en considération. Donc, pas d'inquiétude sur les glucides. Si vous prenez vos glucides 2 heures, 1 heure et demie avant, vous n'allez pas prendre de gras, pas d'inquiétude, tant que du moment que sur le bilan, sur la balance calorique, vous n'êtes pas en excès calorique, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est mieux d'en prendre avant, après, avant, pendant ou après? Ça va dépendre en fait de vos repas, tout simplement. Si vous mangez 2 heures avant, pas d'inquiétude. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé, si vos entraînements durent 1 heure, que vous entraînez pas comme des acharnés, c'est même pas besoin de prendre, j'ai envie de dire, des glucides pendant. Alors, ça peut être toujours un petit plus. Évidemment, il faut tester après. C'est individuel, il faut tester. C'est vrai que moi, quand je prends des glucides pendant l'entraînement, ça me donne encore un petit coup de boost, donc ça peut être pas mal. Mais encore une fois, pas de panique. À vous de tester. Si vous calez votre entraînement entre 2 repas espacés de 5 heures, normalement, vous baignez dans un j'aime bien, c'est une expression de Will, ça. Il dit vous baignez dans un environnement anabolique. Oui, parce que vous avez suffisamment d'acides aminés, suffisamment de glucides autour pour baigner dans un environnement plutôt anabolique. Donc, pas d'inquiétude. Maintenant, si vous entraînez à 5 heures, que votre repas était à midi, que vous entraînez à 5 heures, une boisson glucidique avec pourquoi pas du Pepto-Pro, des acides aminés ou je ne sais quoi dedans, ça peut être réellement un vrai plus pour éviter en fait de vous entraîner tout simplement à jeun, quoi. Voilà. Ou si vous entraînez le matin, que vous n'avez pas le temps de prendre un petit déj, évidemment de boire une boisson à base de Pepto-Pro, de malto ou même de miel ou je ne sais quoi, ça peut être hyper intéressant parce que ça évitera de vous entraîner à jeun et de placer votre corps dans un état de surstress et d'être un petit peu cannibale avec ses propres acides aminés. Donc voilà, ça dépend de plusieurs petits facteurs. Là, on vous a donné des pistes, mais pas d'inquiétude en tout cas avec les glucides avant, pendant ou après. Impeccable. Voilà. Du coup, je crois qu'on a terminé pour l'heure. Merci encore une fois de nous avoir écoutés, commenté. N'hésitez pas à donner vos avis, vos expériences. On écoute tout, même si des fois on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Vous avez le droit à la parole, du moment que ça reste dans le respect. Voilà, on est là, on écoute. Encore une fois, c'est une question de partage. On n'a pas la vérité absolue. Encore une fois, on parle aussi avec nos expériences, avec les études aussi qu'on voit, qu'on a avec nos clients. Enfin, moi, je n'en ai quasiment plus, mais surtout toi, Anthony, avec tous les clients que tu as. Et d'ailleurs, les gens peuvent faire appel à toi s'ils veulent se faire suivre par toi et ton équipe. Voilà, je sais que vous faites du super boulot. Donc, n'hésitez pas à appeler Anthony si vous avez besoin d'un coach et d'avoir un peu un encadrement pour ne pas être trop perdu parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà, je sais qu'Anthony, tu restes aussi à la pointe de tout ce qui se fait. Donc, voilà, c'est toujours intéressant. Maximum, ouais. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ouais, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Bonne rentrée à tous. Ciao. Bonne rentrée. Ciao.